Tout le monde veut savoir ce qui s'est passé pendant l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. Toi et moi en parlions. Tu m'avais dit qu'une attaque se préparait. Et je t'ai dit que tu sais, dans ces derniers instants, nous étions tellement convaincus que les États-Unis allaient attaquer l'Iran. Alors, que s'est-il passé en Iran, selon toi? Comment as-tu vu les choses? Quelle est ta compréhension de ces derniers moments avant l'attaque? Pourquoi ont-ils décidé de ne pas attaquer l'Iran? Oui, eh bien, nous devons revenir sur la chronologie. Et encore une fois, je n'ai pas vu ça dès le départ. Je ne veux pas faire semblant de dire que « oh oui, je le savais depuis le début ». Non, non, non. Je dis simplement qu'en regardant les choses se dérouler et en voyant comment la campagne d'information, la propagande, a été lancée à grande échelle, et quand j'ai examiné le groupe qui diffusait ces informations, c'était en gros une façade pour le MEC et le PMOI. J'ai compris qu'il s'agissait d'une opération de renseignement majeure. Puis est venue la découverte des terminaux Starlink. Parce que, tu sais, toi et moi, on s'est parlé, voyons, il y a un jeudi, donc il y a environ 10 jours. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à recevoir des rapports. Oh, Internet est coupé. Et je me disais, je viens juste de parler à Nima Al-Khorshid. Puis j'ai remarqué que tu avais parlé à Richard Wolff et Michael Hudson environ 4 heures plus tard. Donc Internet fonctionnait encore. Mais à un moment donné, le gouvernement l'a effectivement coupé. Et ce n'est qu'après cela, une fois que tu as vu ces terminaux Starlink. Je ne sais pas d'où ils les ont sortis, mais je te garantis qu'il y en avait déjà beaucoup d'autres distribués dans tout le pays. C'était donc une opération de renseignement massive, vraiment massive. Avec le recul, je crois que la CIA et le Mossad, même si je n'ai pas de documents pour le prouver, étaient derrière tout ça. Les Britanniques ont peut-être également été impliqués. Ils ont lancé l'attaque économique le 28 décembre, lorsque la monnaie s'est effondrée. Je pense que leur calcul était le suivant. D'accord, nous allons provoquer l'effondrement de la monnaie. Cela va exaspérer la classe marchande. Nous les ferons descendre dans la rue. Ensuite, grâce à un effort coordonné, en communiquant avec des groupes dissidents déjà présents en Iran, Kurdes, MEK, PMOI, Baloutch, éléments du Baloutchistan et d'autres. Je suis sûr que certains groupes azéris étaient impliqués, et peut-être des Arméniens. Ils savaient qu'en créant cette crise économique, cela pousserait les gens à manifester, et qu'ils pourraient alors infiltrer la foule et commencer à recourir à la violence. Ils voulaient exploiter les dommages économiques pour pousser les gens à sortir, puis utiliser cela comme justification du récit selon lequel le peuple se soulevait pour renverser les mollahs et le gouvernement. Ce que l'Occident ne comprenait pas, c'est qu'être en colère contre Pojetsky pour avoir été un mauvais président n'était pas la même chose qu'être en colère contre l'ayatollah. Et lorsque la situation a dégénéré en violence, ce n'était pas quelque chose de spontané. Ce que je veux dire par spontané, c'est que l'on est tellement furieux, tellement en colère, qu'on saisit une arme à feu chez soi, qu'on sort dans la rue et qu'on commence à tirer sur des responsables du gouvernement. Non, non. Ces personnes avaient été infiltrées. Elles avaient été placées là à l'avance, avec les réseaux de communication, les moyens d'envoyer des informations, d'en recevoir et d'être coordonnés. Et je pense que le plan était de déstabiliser l'Iran, au point que lorsque nous lancerions notre frappe militaire, cela renverserait le gouvernement. Cela les forcerait à s'effondrer et à fuir. Et dans cette optique, les États-Unis diffusaient de la propagande. Oh oui, l'ayatollah est prêt à fuir à Moscou, tout comme Bachar el-Assad. Vous savez, c'était ça le plan. Eh bien, le plan a commencé à s'effondrer jeudi soir, heure locale, jusqu'à vendredi. C'est à ce moment-là
que le gouvernement a coupé Internet. Je ne sais pas dans quelle mesure les services de renseignement chinois et russes aidaient, mais ils le faisaient certainement. Et le système de guerre électronique a essentiellement mis Starlink hors service. Du coup, ces groupes et individus qui fomentaient la violence se sont retrouvés coupés et isolés. Et ensuite, ils ont pu commencer à les localiser. Et vous savez, certains ont été tués et d'autres capturés. Donc, face à cela, parce que, vous savez, on avait promis à Trump, « Oh oui, cela va créer un tel désordre, et si nous les frappons militairement, ils s'effondreront. » Il était clair qu'il ne pouvait pas le faire. Vous savez, il a été rapporté, encore une fois, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il aurait dit « Si vous ne pouvez pas me donner une garantie, alors nous ne le ferons pas. » Et ils ont annulé l'opération. Cela aurait été un vrai pari. Je veux dire, même si tout avait été, vous savez, même si les terminaux Starlink étaient encore en place, l'attaque n'aurait probablement pas réussi et aurait, je crois, plongé le monde dans une guerre mondiale. Larry, je suis arrivé ici le 25 décembre. Tu te souviens, c'était un jeudi. Le vendredi matin, nous avons eu cette discussion entre toi, moi et le colonel Wilkerson. Tu t'en souviens? À ce moment-là, il ne se passait rien. Je n'avais rien vu d'anormal. Mais au fil du temps, on a commencé à voir les manifestations se renforcer, petit à petit. Et puis quelque chose a changé. Les manifestations étaient pacifiques au début. Mais ensuite, ils ont essayé de manipuler les choses de l'intérieur des manifestants. Oui, oui. Tu pouvais littéralement voir comment ils l'avaient manipulé. Ils ont transformé les manifestations en émeutes. Et à un moment donné, ils ont commencé à tirer à la fois sur les manifestants et sur les forces de sécurité. C'était incroyable, Larry. Il fallait être ici pour voir ce qui se passait avec les médias. Le bombardement de fausses informations. Tout était faux. Ils attaquaient la société de tous les côtés avec ce genre de propagande. Et en interne, ils disaient que le gouvernement était derrière ces émeutes. J'étais là depuis le tout début des manifestations, et puis, comme tu l'as mentionné, quand Internet a été coupé, ça a été le moment décisif. Et tu pouvais voir l'ingérence étrangère ici en Iran, car Internet était le principal lien entre ces personnes qui manipulaient les choses. Il faisait entrer beaucoup d'armes. Je ne sais pas si tu as vu les armes venant de Turquie. Oui, même de Turquie. Les forces de sécurité ont trouvé ces armes turques. De nombreuses armes venues de l'extérieur sont entrées en Iran. Starlink a joué un rôle majeur dans toute la situation, du début à la fin. J'ai été tellement choqué qu'ils puissent couper Starlink, car c'était un énorme problème pour la sécurité. C'était incroyable. Il faut que tu sois ici, Larry. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le niveau de guerre de l'information, de propagande, de fausses nouvelles, c'était inimaginable. Oui, laissez-moi clarifier. Que voulez-vous dire quand vous dites que vous n'avez jamais vu un tel niveau de propagande ou un tel volume d'informations? Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire? Chaque jour, ils diffusaient de fausses informations, donnant l'impression que tout le monde se faisait massacrer dans les grandes villes et que ces gens étaient pour la plupart armés par le gouvernement. Vous savez, mais en réalité, les gens restaient simplement chez eux à regarder. Par exemple, l'une des principales machines de propagande. Vous ne croiriez pas à quel point une seule chaîne peut être puissante ici en Europe s'appelle Iran International. Tout tournait autour de ça. J'avais l'impression que tout le monde regardait cette chaîne. Partout où j'allais, je la voyais. On aurait dit que quelqu'un du Mossad était assis là, à écrire tout le contenu pour cette chaîne. Ouais. Ils diffusaient de fausses informations
Disons que les États-Unis arrivaient, que Donald Trump avait déclaré qu'il ne voulait plus de l'Iran. Il voulait rassembler tous les Européens avec les États-Unis. Vous savez, en mettant tout cela en relation avec ce qui se passait à l'intérieur, des gens tués, assassinés, on pouvait voir le chaos. Ils ont attaqué des banques, des magasins, partout. Des poubelles brûlaient de tous côtés. Beaucoup de gens se demandaient, qui sont ces personnes? S'ils manifestent à cause de l'économie, si l'économie ne va pas bien, pourquoi brûlent-ils les magasins appartenant à des gens ordinaires? Ils ne font pas partie du gouvernement. Ce ne sont pas des fonctionnaires qui y travaillent. Et Bracy Smokevoice. Oh, c'était le chaos total, Larry. À la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Oui. Eh bien, laissez-moi vous poser une question. Donc, Iran International, qui est basé à Londres, si je ne me trompe pas, il diffusait essentiellement des émissions d'information, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors expliquez-moi comment fonctionne le système de télévision là-bas en Iran. En d'autres termes, les gens doivent-ils s'abonner à un service de streaming ou est-ce que c'est réellement diffusé par les ondes? De sorte que, si l'on possède un téléviseur, on peut simplement capter le signal. Oui, c'est le système par satellite, Larry. La chaîne vient d'un satellite. Ils l'appellent Eutelsat. Et tu sais, ce n'est pas seulement à propos de la chaîne. Il s'agissait de la façon dont ils l'ont lancée comme une force nationale. Tu vois, en donnant d'une certaine manière du pouvoir au fils du Shah, l'ancien Shah d'Iran, en disant qu'il allait revenir et tout arranger. C'était ça la propagande, Larry. Tout tournait autour du fils du Shah d'Iran. Et ils pensaient pouvoir y arriver. Les gens étaient d'une certaine façon stupéfaits. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. J'étais stupéfait. Je me demandais ce qui se passait. Je ne savais pas ce qui se déroulait. Parce que tu vois, ces gens disaient des choses partout. Par exemple, ils parlaient de Téhéran, disant que cela se passait à Téhéran. Et personne ne savait vraiment. Parce que quand tu es au milieu du chaos, tu ne connais pas son ampleur. Et ils créaient ce genre de chaos et diffusaient de la mésinformation et de la désinformation pour amener les gens à douter de ce qui se passait réellement. Si le gouvernement parvient à contrôler la situation, et c'était bien de cela qu'il s'agissait, vous savez, je pense qu'au moment où le gouvernement a commencé à couper Internet, tout s'est terminé. Parce que les tueries ont cessé. Vous voyez, les tueries ont cessé. Vous voyez les manifestations, les émeutes. Si vous étiez dans la rue, en train d'essayer de suivre ce qui se passait, vous pouviez voir tout cela disparaître peu à peu des rues. Et en un jour, peut-être un jour et demi, tout avait disparu de la scène. Oui, donc c'est cette manipulation extérieure. La grande majorité des gens en Iran qui regardent la télévision, le signal vient de satellites, n'est-ce pas, du Royaume-Uni. Mais on peut aussi regarder d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, tu peux regarder d'autres choses. Mais eux, oui, je comprends. Ils étaient en tête. La chaîne dirigeait tout ici, en Iran. La chaîne était en quelque sorte dominante. Ce n'était pas seulement à propos de la chaîne. Si tu regardes X, tu vois qu'ils ont changé le drapeau de l'Iran. Tout est coordonné. Ce n'était pas déconnecté de ce qu'ils faisaient. Je dis que tout vient de l'extérieur, essayant de montrer que le gouvernement est incapable, que le gouvernement actuel est incapable d'améliorer la situation. Tu vois la monnaie s'effondrer, tu vois le dollar grimper. Et c'était tout le jeu, rendre la société si fragile en vue de la prochaine attaque des États-Unis. Je sais.
Écoute, la propagande était omniprésente. Elle était bien orchestrée, entièrement conçue pour créer un récit selon lequel le gouvernement était incompétent, incapable, en train de se désagréger. Alors, tu fais de cela l'histoire et tu espères qu'elle devienne réalité. Tu vois, c'est ce qu'ils essayaient de faire. C'était une propagande omniprésente. Ils tentaient de créer un récit et de le rendre vrai par définition afin que les gens finissent par y croire. Et si les gens commençaient à croire que le gouvernement s'effondrait, alors ils seraient ouverts ou réceptifs à une frappe militaire. Si cela avait eu lieu, je suis sûr que certains de ces groupes dissidents venus de l'extérieur de l'Iran auraient commencé à agir de manière encore plus radicale. Donc tu vois, couper l'accès à Internet, je pense que c'était la première étape cruciale. Shutting down the internet, I think, was the critical first step. Not only shutting down the internet, the people who came out the day after, Non seulement la coupure d'Internet, huge people les coming gens qui out sont and sortis le supporting. lendemain. It Tu as vu wasn't d'immenses very foules se just rassembler en signe de government, soutien. but Ce n'était it was pas, Larry, somehow against uniquement un this soutien au sort of, gouvernement. you know, C'était aussi une réaction misinformation, contre ce fake news type de that were désinformation, created within les fausses nouvelles qui society s'étaient or in Iran. propagées au sein de la société Many ici people, en Iran. I would say many Beaucoup de people personnes, je were dirais, doutaient de doubtful l'avenir, about the future. car lorsque la situation devient si désespérée, lorsque tu as insuffles ce désespoir dans la population, que peux-tu attendre? Quand l'économie ne fonctionne pas comme elle le devrait, à cause de toutes ces forces et pressions extérieures, le gouvernement essaye de faire tout ce qu'il peut. Et ensuite, tu vois les manifestations dans les rues se transformer en émeutes et des gens se font tuer. Well, let me just say, you clearly didn't see. Eh bien, laissez-moi simplement dire que vous n'avez clairement pas vu certaines des images qui étaient diffusées en Occident, ici aux États-Unis. L'un des récits était que l'Iran impose un code vestimentaire plus strict pour les femmes que l'Arabie saoudite. Donc, vous savez, il propage le mensonge selon lequel toutes les femmes doivent porter le tchador complet. Visage couvert, tête couverte, robe noire de l'épaule jusqu'au sol. C'est ainsi que les femmes seraient traitées, soi-disant. Et c'était l'un des mensonges diffusés. Nous devons aller libérer les femmes. And that's one of the lies that was being pushed. Joe, we got to go free the women. They had it, Larry. Women, life, freedom, the movement they have started. Ils avaient lancé cela, in the Larry, aftermath of Femmes, the death vie, of, liberté, you know, le mouvement Mahsa qu'ils avaient commencé Amini. auparavant That issue à la is not suite de la anymore mort de concern Mahsa part of Amini. women. Cette question n'est plus une préoccupation pour les femmes. Quand tu sors dans les rues ici, tu ne vois pas le genre de restrictions qu'ils essayent de montrer en Occident. Oui, exactement. Ce n'est pas le problème. Je pense, Larry, que le vrai problème en ce moment, c'est la phase finale, à mon avis. L'économie, la tentative de faire s'effondrer l'économie. Parce que ces questions de droits humains, de droits des femmes, tout cela disparaît de la scène. Ils se sont tournés vers l'économie. Et l'économie est durement touchée, pour être honnête. Et les gens ressentent à quel point les États-Unis exercent encore aujourd'hui une forte pression sur l'Iran. Je suis tellement déçu que l'Occident fasse cela au gouvernement Raisi, car nous savons que ce gouvernement est arrivé au pouvoir en souhaitant entretenir de meilleures relations avec les États-Unis, avec l'Occident, avec les Européens. Mais au final, on ne voit rien de tout cela se concrétiser. Il place le gouvernement Raisi dans une situation où il n'a plus le choix. Il doit aller, eh bien, il doit trouver des solutions aux problèmes auxquels l'Iran est confronté aujourd'hui à l'Est et non à l'Ouest. Je pense que ce moment approche, car d'une certaine manière, même si les gens n'en parlent pas, même parmi les décideurs en Iran, ils n'en parlent pas. Ils ont pourtant encore le sentiment qu'ils peuvent tenter quelque chose. Ils peuvent influencer les esprits à Washington, n'est-ce pas? La même chose se produisait aussi en Russie. Toi et moi suivons ce qui se passe dans la guerre en Ukraine. Mais ce même type de personnes existe ici en Iran également. Ils pensent pouvoir tout faire, qu'ils peuvent gérer la relation entre l'Iran et les États-Unis. Mais cet espoir est en train de disparaître.
Cet espoir n'existe plus, même dans l'esprit des personnes les plus optimistes du gouvernement, dans les institutions de décision. Il semble que l'Iran ait pris une décision. Même aujourd'hui, Larry, nous avons appris que l'autorité iranienne de l'aviation civile a été avertie de se tenir prête à fermer l'espace aérien à tout moment dans les prochains jours ou semaines. Ils sentent que la menace de guerre est toujours présente. Oui, non, c'est pas parti. Ça pourrait arriver. Oui, c'est pas parti. D'accord. Vous savez, le peuple iranien doit comprendre que Trump a l'intention de les attaquer. Le fait que ce porte-avions américain se dirige dans cette direction, désolé, mes chiens deviennent fous ici. Vous savez, tant que ce porte-avions ne fait pas demi-tour pour repartir dans l'autre sens, les chances d'une attaque sont assez élevées. C'est donc ce qu'il faut comprendre. Reste à voir qui interviendra. Vous savez, la Chine et la Russie sont dans une position où elles peuvent vraiment aider l'économie iranienne maintenant. Et je ne sais pas si le blocage vient du fait qu'elles n'ont pas fait d'offre, ce que je trouve surprenant, ou si Pezeshkian et le gouvernement n'ont pas accepté l'aide. Vous savez, c'est ce qui a posé problème par le passé. Ils ont refusé l'aide militaire qui leur avait été proposée avant le 12 ou le 13 juin. Ce n'est qu'après la guerre de 12 jours qu'ils ont dit « D'accord, oui, nous accepterons votre aide ». Mais je pense que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où les Russes, les Chinois, les Iraniens, les nations des BRICS doivent suivre leur propre voie. Ils doivent dire « D'accord, nous en avons fini avec les États-Unis ». Les États-Unis sont un partenaire toxique. Je compare cela à une relation avec les États-Unis. C'est comme être une femme qui vit avec un homme qui la bat tous les jours et qui veut ensuite qu'elle lui prépare le dîner le soir. À un moment donné, il faut partir. Il a dit non, nous ne pouvons pas rester dans cette relation. Il n'y a aucun fondement. Et je dirais la même chose pour la Russie. Vous savez, Poutine attend. Ils attendent que Witkoff et Kushner se pointent. Je dirais, hey, fichez le camp. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Les nations des BRICS doivent mettre fin à toute prétention d'entretenir une relation diplomatique ou économique normale avec l'Occident. Je ne dis pas qu'elles doivent chercher la confrontation. Mais comme on le voit avec Donald Trump en ce moment au Groenland, il est fou. À mon avis, il est cliniquement atteint. Les choses délirantes qu'il dit sont inquiétantes. Qu'il croit avoir réglé une série de guerres qu'il n'a pas réglées. Qu'il mérite un prix Nobel de la paix qu'il n'a, tout comme Barack Obama, absolument pas mérité. Tu sais, c'est juste. Et puis faire cette menace contre le Groenland, déclarer ouvertement qu'il n'accepte pas ou ne croit pas au droit international. D'accord, maintenant, tu vois, je veux dire, il ne le cache pas à son crédit. Mais ce n'est pas seulement lui. Il est soutenu par des gens comme Marco Rubio, Stephen Miller, d'autres, Lindsey Graham qui encouragent tout ça. Les États-Unis sont devenus une nation hors la loi. Et il ne devrait pas prétendre que les États-Unis agissent dans l'intérêt de promouvoir la paix dans le monde ou la prospérité économique des autres. Non, nous allons te prendre ce que nous pouvons et nous nous fichons de ce qui t'arrive. Voilà l'attitude des États-Unis envers les autres pays. Larry, quelle a été la raison pour laquelle les États-Unis ont décidé de ne pas attaquer? Était-ce parce qu'Israël n'était pas prêt? Parce que tu sais, ici en Iran, quand je regardais les responsables parler de la guerre, ils disaient qu'ils étaient prêts à lancer même une attaque préventive. Je ne sais pas dans quelle mesure la dynamique entre les États-Unis et l'Iran a influencé cette décision et dans quelle mesure cela avait à voir avec la situation en Israël. Ou peut-être que dans l'ensemble, puisque l'on parlait aussi de l'Arabie saoudite, de la Turquie et du Qatar, qui agissaient en coulisses,
pour discuter avec les États-Unis. Je ne sais pas. Comment évalues-tu la situation? Tous ces différents facteurs qui parviennent aux décideurs, et le résultat étant finalement la décision de ne pas attaquer. And the outcome finally was the decision not to attack. Yeah, well, so we had all the warning Oui, eh bien, nous avions tous les indicateurs d'alerte montrant qu'une attaque allait avoir lieu. D'autres gouvernements avaient été informés que quelque chose allait se passer. Et ces gouvernements, une partie du problème, c'est qu'ils ont dit non, pas en utilisant notre espace aérien. Apparemment, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie ont tous dit non aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qui se disait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'ils abandonnaient et évacuaient les bases militaires américaines dans la région. Cela se produisait bel et bien. Mais on en revient à l'ordre final qui devait être donné. Et si les informations sont exactes, ce qui a été rapporté, Trump aurait essentiellement dit « Pouvez-vous me garantir que cela va fonctionner ?» Et la réponse a été « Non, nous ne pouvons pas. » Et donc, sans garantie, ils ont annulé l'opération. And so with no guarantee, they called it off. Okay, we got to get more military force in the area. D'accord, il faut déployer davantage de forces militaires dans la région. L'une des choses qui, au départ, me semblait devoir retarder une opération, c'était l'absence d'un groupe aéronaval sur place. L'Abraham Lincoln est donc maintenant en route et entre dans l'océan Indien. Ils n'avaient tout simplement pas tout bien préparé. Comme nous en avons parlé plus tôt, la perturbation du système Starlink, la perturbation des communications nécessaires pour contrôler le récit en Iran, a supprimé ce que je considère comme un élément clé de ce plan. Et vous savez, par le passé, j'ai attribué tout cela aux États-Unis et au Mossad. Mais les Britanniques ont également été fortement impliqués. Le fait qu'Iran International, basé au Royaume-Uni, ait été le principal canal de propagande ne fait que le confirmer. Propaganda channel just underscores that point.